Il l'avait enterrée sous un voile de deuil, jusqu'à ce qu'un homme sans abri crie à travers la tente comme si le ciel s'était fendu. Elle n'est pas morte, ne l'enterrez pas. Le soleil d'avril, pâle et pénétrant, tombait en bande sur les nappes blanches et sur le vernis doré du cercueil. Des lys, trop propres, sentaient l'air comme une incantation. Autour, robes sombres, gants cirés, mouchoirs imbibés. Au fond, derrière la haie de carnations et de perles, des visages fermés comme des coffres. Le cortège de la famille flottait entre deux mondes. La cérémonie officielle d'un côté, la présence de la richesse qui se savait surveiller de l'autre. William Sanderson tenait la main de sa sœur, regard droit devant, lèvres serrées. Sa mâchoire était une armure. Tante Margaret sanglotait parfois à voix basse, ses doigts cherchant la manche de Williams comme on cherche un soutien sur une mer houleuse. Benjamin Nokoro était là, au bord de la tentation humaine, planté comme un arbre rabougri contre les supports des chaises, à moitié caché par une colonne de fleurs. Son manteau avait connu de meilleurs hivers. Son visage portait la couleur de la rue, des sillons qui racontaient des nuits sans fin, mais il avait gardé la rectitude d'un homme qui refuse d'être invisible. Il n'appartenait pas à ce monde d'or et de protocole. Il appartenait à la ville, à ses trottoirs, à ses coins de chaleur volés, à ses heures passées à écouter les portes qui se ferment. Lorsque le cercueil fut abaissé, le temps sembla suspendre sa respiration. On entendit d'abord un bourdonnement indistinct, téléphone qui filme, chuchotement qui court. Le pasteur prononça un passage mesuré, la voix douce et ordonnée d'un cérémonial qui doit tenir la tristesse en laisse. Puis Benjamin se leva. Il prit la parole sans demander la parole. Sa voix était étonnamment claire, nourrie par des nuits à chuchoter à l'oreille du vent. Elle n'est pas morte. 3 mots secs, comme des pierres lancées sur une vitre. Le son fendit la prière, projeta têtes et regards. Le pasteur s'interrompit, surpris. Des gardes se raidirent. Williams se retourna, incrédule, comme si on venait de lui appliquer une gifle. Un silence crut, où tout se mesura au claquement des souffles. Qui était cet homme? Comment osait-il? Plusieurs figures de la famille échangèrent un regard. Une menace ridicule, un trouble qu'on pourrait balayer d'un revers de main. D'autres, parmi la foule, virent dans ce cri une vérité ou une folie. Benjamin, cependant, ne criait pas par désir de spectacle. Au fond de son regard, il y avait quelque chose de plus ancien, une urgence qu'il avait déjà connue, la veille d'une perte qui l'avait habité tout entier. Il marcha vers l'avant. Les agents de sécurité voulurent l'empêcher. Il les regarda sans haine, seulement avec la fermeté d'un homme qui avait décidé qu'aujourd'hui, la dignité l'emporterait sur la peur. Il se planta près du cercueil, au niveau des genoux d'un Williams qui menaçait de s'écrouler sous la surprise. Ne l'enterrez pas. Le même mot, répété comme si répéter pouvait changer la loi du monde. La tentative de le faire taire fit éclater la tension. Williams avança, voix basse d'abord, puis plus tranchante. « Qui êtes-vous? Sortez d'ici. » Des mains se tendirent, des murmures d'indignation partirent de la famille. Tante Margaret, affalée sur une chaise, leva les yeux, prise entre l'horreur et l'incompréhension. À côté d'elle, une jeune cousine chercha son téléphone, déjà prête à rendre viral ce qu'elle n'avait pas encore compris. Benjamin n'avait pas l'intention de parler à la foule. Il regardait la femme seule dans sa parure, étendue, les paupières baissées, le maquillage appliqué comme une paix postiche. Il se pencha, comme on se penche sur un feu qui ne veut plus prendre. Sa main effleura le voile posé sur le front, et ce fut une audace de trop pour plusieurs. Il retira d'un geste le morceau de lin que la famille avait choisi pour cacher l'intimité du corps. À cet instant précis, la scène se fendit en deux. Les cris, les protestations, le froissement des habits, la lumière qui semblait accroître les contrastes, le doré du cercueil, la pâleur sophistiquée du visage, et la saleté de la manche de Benjamin, comme deux mondes posés à côté. Un silence, encore, plus lourd, comme la bulle avant l'impact. Puis quelqu'un hurla « Laissez-le !» Le pasteur se leva, tentant de reprendre la main sur la cérémonie qui lui échappait. « Ce n'est pas le moment. C'est un manque de respect. Monsieur, veuillez cesser. » Mais Benjamin, qui ne cherchait ni la scène ni la colère, posa une main sur la tempe de la défunte et d'une voix basse mais ferme, déclara à la foule pétrifiée « Elle a une blessure. Regardez, ici. » Les regards se penchèrent. Un murmure parcourut la tente, comme un vent froid. Un garde tenta de le repousser. Williams voulut l'éloigner d'un geste sec.
La main de Benjamin, pourtant, ne tremblait pas. Il remit en place un pan du drap et montra une petite trace, presque invisible, près de la clavicule. Un point minuscule, une plaie à peine marquée, comme si on avait piqué pour ne laisser aucune preuve. Pour la première fois, la présence matérielle de quelque chose d'illégitime se fit tangible. « C'est une piqûre », dit Benjamin, et le mot roula dans l'air avec l'autorité d'une certitude qu'il ne pouvait vraiment prouver. La famille protesta. Williams se crispa. Ses lèvres blanchirent. Le médecin qui suivait la famille, Dr David, s'approcha d'un pas, visage impassible. Ses mains étaient celles d'un homme habitué à gouverner les corps. Les photographes, pris de frénésie, redressèrent leurs objectifs. Un téléphone filmait en gros plan la marque minuscule qui n'aurait dû être visible qu'aux yeux d'un technicien. La question qui pendait dans l'attente était simple. Qui avait intérêt à enterrer vivante une femme de la stature de Judith Anderson? Qui, dans cette chambre d'argent et de regards calculés, pouvait croire qu'un enterrement réglerait une dette ou effacerait un nom? Williams leva la voix, coupant court au murmure. « Il est fou, il essaie de nous salir. Si vous le laissez parler, il va inventer des histoires. » Mais la foule n'était plus sûre de rien. Le pasteur, oscillant entre respect et prudence, fit appeler le numéro d'urgence. On invoqua l'autorité de la loi. Mieux vaut vérifier que de ne pas vérifier. C'était un équilibre fragile, la différence entre compassion humaine et panique publique. Un agent municipal, d'un pas guindé, cria qu'il fallait préserver l'ordre. Pourtant, dans l'urgence, un paramédical se fraya un chemin sous la tente. On posa la main sur la tempe de Judith. On écouta le cœur. Silence, comme on l'attend d'une morte. On chercha la respiration, l'expression de la peau, la chaleur qui trahit la vie. Les gestes étaient professionnels mais tremblants. L'émotion se glissait derrière la neutralité. Dans cette hésitation, l'ineffable vérité du cri de Benjamin circula, légère et imprévisible. Restez avec nous pour voir comment la vérité éclatera au grand jour. Ce simple appel, discret et honnête, glissa dans l'air comme une invitation à ne pas fuir la suite. Parce que ce qu'on voyait au fond de la tente n'était que la première fissure d'un édifice plus vaste. Après l'appel à rester, les choses s'accélérèrent. Le paramédical plaça un stéthoscope sur la poitrine de Judith. Ses sourcils se froncèrent, puis se détendirent en une expression étrange, mi-soulagement, mi-crainte. Ce qu'il trouvait ne fut pas la certitude d'une vie calme, mais une possibilité. Il signala à voix basse qu'une vérification plus poussée était nécessaire. Le docteur David demanda, d'une voix qui cherchait l'autorité, à ce qu'on laisse la dame en paix. Selon lui, c'était un moment sacramentel, qu'on ne devait pas troubler. Mais Benjamin, qui n'avait pas plus de titre qu'une existence au jour le jour, n'attendit pas l'accord. Il décrocha une petite boîte qu'il tenait à sa ceinture. Pourquoi l'avait-il sur lui? Et en sortit un flacon minuscule, bouché, un objet prosaïque dans ses doigts calleux. Il le savait. Il avait vu quelque chose quelques heures plus tôt près du parking de la clinique. Une petite fiole tombée au sol. Par habitude, il l'avait ramassée. Pour la sécurité, par superstition, par curiosité. Il ne savait pas ce qu'elle contenait et ne pouvait pas prétendre guérir une mort. Il savait seulement que certains signes n'annoncent pas forcément une fin. « Donnez-moi une goutte », dit Benjamin, sans arrogance, comme s'il demandait à la terre de le laisser parler. Le silence de la tente fut une lame. Le docteur David hésita, puis le regarda avec une froide intensité. Qui aurait cru que la dernière preuve d'humanité nécessaire à ce moment viendrait d'un homme qui dormait la nuit sur des cartons? La petite fiole passa de mains en mains. D'abord, à un ambulancier, réticent mais professionnel. Puis, sous le regard de nombreux témoins médusés, une goutte fut approchée de la bouche de Judith. Il n'y eut aucun rituel. Il n'y eut pas de miracle à la façon des livres. Mais la vie, qui parfois se cache derrière une fiction chimique, fit entendre un son. Une toux d'abord, faible, surprise, puis un frisson, un mouvement de doigts, comme des poissons dans un filet qui regagnent la liberté. Des sanglots éclatèrent. Le pasteur, pâle, couvrit sa bouche. La foule se mit à reculer, comme si l'air lui manquait. Un mouvement, un souffle. La main de Judith opposa une résistance minuscule mais décisive. Ses lèvres bougèrent, sa bouche fit un son qui n'était plus un silence. On appela une ambulance. Des personnes se jetèrent en avant, d'autres reculèrent. Williams eut un rictus, une succession de muscles qui s'effondrent, comme une page qu'on arrache.
Il ne sut pas comment contenir la mélasse de la honte et de la colère qui le prit. L'examen qui suivit fut frénétique sans être hystérique. Les agents entreprirent un tri. Qui avait été là? Qui avait touché le cercueil? Qui avait amené quoi? Un mobile, une animosité, une chance qui ressemblait à un vol. Bientôt, sous le tissu froissé de la parure funèbre, quelqu'un trouva une seringue dissimulée entre les plis d'une chemise. Un instrument rond et prosaïque, à moitié caché, avec une trace sombre, un reste de liquide qui n'appartenait pas au monde des larmes. La découverte fit l'effet d'une allumette jetée sur du pétrole. Des cris, des insultes, puis un ordre. La police! On entendit des pas pressés. Quelques personnes prirent des photos, certains déjà téléphonaient. Williams se raidit, puis tenta de s'approcher du cercueil, comme si un dernier geste pouvait défaire l'évidence. Il fut retenu par la sécurité. Les mots commencèrent à sortir, confus, entre la colère et la négation. Chic, le chauffeur de la famille, un homme trop consciencieux pour accepter l'irrégularité, avait la bouche serrée. Il avait remarqué, la veille, un échange bref à la sortie d'un restaurant entre Williams et le docteur David. Un paquet furtif, un geste de poche. Il n'y avait alors rien pour confirmer quoi que ce soit. Seulement un pressentiment. Il ne voulait pas parler, par loyauté ou par peur. Mais quand il vit la seringue entre les gants du technicien mortuaire, quelque chose en lui se brisa. Il avança, visage fermé, et déclara ce qu'il avait vu. Un deuxième témoin se manifesta. La veille au soir, dans la clinique où Judith avait été déclarée morte, une infirmière, timide, avait noté l'arrivée tardive d'une petite boîte déposée dans la poche du docteur David. Elle avait retenu cela, sans en mesurer l'importance. Les murmures se firent accusation. Personne ne préféra imaginer que ce qui s'était passé relevait d'un coup du sort. Les pièces semblaient s'imbriquer avec une troublante logique. Une piqûre à peine perceptible, une fiole qui réanime, une seringue trouvée, des témoignages qui, une fois ajoutés, commençaient à former un motif. Williams fut empoigné par 2 agents municipaux lorsqu'il tenta d'atteindre Benjamin. Sa bouche criait des ordres, sa reconnaissance, quand bien même elle existerait, était mise en sourdine par la rapidité des événements. On menotta Williams pour le conduire au commissariat, pas tant pour une condamnation irrévocable que pour éviter que la foule ne le lynche sur place. Sa protestation était un mélange de colère et d'incrédulité. Vous n'avez pas le droit, c'est une mise en scène. Mais la loi, même lente, se montrait exigeante de prudence. Une arrestation pour suspicion d'empoisonnement et perturbation publique était plausible et suffisante pour sortir le mari de la tente et le porter vers la lumière crue d'une enquête publique. Le docteur David lui disparut contre toute attente. Certains dirent l'avoir vu se faufiler derrière une haie, d'autres affirmaient qu'il était retenu par un parent qui ne comprenait pas. Dans la confusion, un assistant soignant remit aux agents la seringue trouvée dans la parure. Elle fut scellée, rangée dans un contenant pour preuve, fragile, comme un indice qui contenait plus de questions que de réponses. La nouvelle fit le tour de la ville avant la fin de l'après-midi. Les téléphones bruissaient, les réseaux achetèrent la rumeur comme une marchandise précieuse. Des caméras improvisées filmaient l'ambulance qui emportait Judith, escortée par une équipe médicale qui, sous la lumière de projecteurs improvisés, cherchait à établir des faits. On voyait son visage, pâle mais vivant, se détacher du drame. On voyait Benjamin, dont la silhouette se tenait droite, serrant entre ses doigts rugueux une preuve qu'il n'avait pas prévu de donner. La petite fiole, maintenant recouverte d'un tissu propre, rangée dans la poche d'un policier comme si on venait de lui remettre un reliquaire. Le motif qui allait faire basculer la suite, l'idée que la mort avait été feinte, qu'il y avait eu une intention, commença, là, à se répandre. La ville, avide de récits puissants, s'empara de l'image. Une riche héritière, retrouvée vivante, sauvée par un sans-abri qui avait crié au bon moment. Mais ce récit, séduisant, était déjà plus complexe. La trouvaille d'une seringue laissait entendre une administration volontaire d'une substance, et l'existence d'une fiole dans les mains de Benjamin impliquait une chaîne d'événements antérieurs, invisibles et sinueuses. Une courte altercation éclata lorsque Williams fut emmené. Il se débattit, la voix haute, accusant Benjamin d'avoir orchestré un spectacle pour se faire remarquer. « Vous voulez des applaudissements » hurla-t-il. Mais la main ferme du chef de la sécurité coupa l'argument. Les policiers prirent des notes, enregistrèrent des témoins. Benjamin raconta, d'une voix qui ne tremblait pas, ce qu'il avait vu et pensé. Chic, la mâchoire serrée,
confirma son observation de la veille au soir. L'agent nota aussi l'heure du départ du docteur David de la tente. Le nom du médecin fut écrit, répété, comme un écho à retrouver. On plaça Judith sous surveillance dans l'ambulance, puis dans un lit d'hôpital, entouré d'une armée de blouses blanches qui firent leur office discrètement, sans spectacle. Tante Margaret monta dans le véhicule, tenant la main de sa nièce comme si, enfin, on pouvait inverser une mauvaise nuit. Le pasteur murmura une prière, plus confuse qu'avant, moins assuré de pouvoir ordonner l'inexplicable. Benjamin fut invité au poste pour une déclaration. Il accepta, non par plaisir, mais parce que pour lui, dire la vérité était une responsabilité. Quand on le conduisit hors de la tente, la foule l'applaudit d'abord, puis se dissipa en flots désordonnés. Journalistes, curieux, indignés et fascinés. On l'entoura de micros, on lui demanda de répéter la phrase devenue titre potentiel. « Elle n'est pas morte ». Il la répéta, mais différemment, comme quelque chose de plus nuancé, de moins spectaculaire. Il expliqua qu'il n'avait pas inventé. Il avait vu une marque, il avait réagi. Tout cela était dit sans la moindre prétention de gloire. Dans le hall du commissariat, on prit ses coordonnées, on prit ses effets, on lui offrit un café qu'il but avec des mains qui ne savaient plus très bien où poser leur chaleur. On l'enregistra comme témoin, on le photographia, et quelque part, le regard d'un jeune journaliste rencontra le sien. Le récit se transforma, dès que la plume effleura le papier, en un objet médiatique. L'image virale d'un homme qui avait empêché une injustice. Benjamin avait au fond de lui une blessure qu'il avait laissé cicatriser comme le ferait un homme avec des outils de fortune. Sa fille, quelques années plus tôt, avait perdu la vie dans une nuit où les bonnes portes ne s'étaient pas ouvertes. Il n'en avait parlé à personne, mais parfois il laissait venir ce souvenir comme une flamme qu'on rallume pour se réchauffer. Cette douleur n'excusait rien, mais y répondait. Alors, quand il a vu la marque et la vie qui pouvaient être sauvées, il n'a pas choisi l'intervention par vanité. Il a choisi la vie par obligation morale. Ce flashback, bref et tranchant, explique son courage sans le sanctifier. Il n'était ni héros ni saint, seulement un homme qui avait appris la valeur terrible d'un instant perdu. La latitude juridique de l'arrestation de Williams fut discutée plus tard. Mais sur le moment, c'était l'option la plus sûre pour dissiper la foule. Le docteur David, lui, restait l'ombre centrale. On le savait médecin de la famille. On le savait proche d'eux. Sa disparition alimentait la suspicion. L'hôpital prit soin de la patiente, tandis que la police s'employait à recueillir des éléments matériels qui pourraient être interprétés demain dans une salle plus froide, illuminée par des néons et des avocats. Au crépuscule, quand la tente fut démontée et que les fleurs furent enlevées, la scène laissa derrière elle des traces, un trou encore ouvert dans le sol, un goudron piétiné par des pas pressés, un sac oublié contenant un mouchoir. Et sur un banc, à quelques mètres, Benjamin tourna ses paumes. Il tenait entre ses doigts la petite fiole, désormais scellée par la police. Il la regarda comme on regarde une ancienne blessure et laissa venir une question sans réponse. Si la vie avait été arrêtée pour être mise en scène, qui y avait intérêt? Qui avait profité de ce crime qui n'osait pas encore s'appeler ainsi? Des caméras, des voix, des rumeurs. La ville entière exultait à demi-mot. Certains cherchaient le sensationnel, d'autres la vérité. Mais dans le fracas, une certitude temporaire se tint droite. Aujourd'hui, Benjamin avait interrompu une cérémonie d'adieu, et au lieu d'être chassé, il était devenu le pivot d'une enquête. Les puissants, mis en cause, étaient partie prenante d'un drame qui dépassait leur sphère privée. La nuit mit son voile. Les projecteurs et les téléphones s'éteignirent ou continuèrent à pulser comme des lucioles éparses. Dans sa chambre de fortune, Benjamin s'allongea sur un vieux matelas, les paupières encore pleines de lumière. Il n'était plus un simple témoin invisible. On l'avait vu, on l'avait entendu, on l'avait pris au sérieux. Cela changeait tout. Cela allait changer sa vie, peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire. Mais il y avait aussi une fragilité nouvelle, la peur qu'on l'oublie demain, que la vérité soit étouffée, que la justice se mue en spectacle. Pendant ce temps, au manoir Anderson, une porte claqua. Williams, menotté, fut conduit dans une voiture banalisée, son regard noir cherchant une issue. Il se rappelait soudainement tous les gestes, comme des images projetées à toute vitesse dans son esprit. La fiole qu'il avait tenue la veille,
la conversation rapide au coin de la clinique, la promesse d'un futur débarrassé d'un poids. Quand il croisa le regard de Benjamin, il y lut la même détermination froide qu'il avait lui-même manifestée des mois auparavant, mais tournée maintenant contre lui. La scène finale de la journée se détacha comme une photographie. Judith sur un brancard, couverte de draps, respirant plus fort. Les policiers, remplissant des formulaires. Benjamin, dont les mains tremblaient en moins, qui venait de prononcer une phrase redondante et puissante. « Elle n'est pas morte. » Le murmure, à présent, ne cessait plus. Il irait loin, malgré lui. Et loin, la ville ne dormirait pas. Une enquête venait de naître au milieu des fleurs fanées. Les journalistes, déjà, pressentaient un récit de trahison et d'avidité. Les avocats, une affaire. Les voisins, un scandale. Mais pour l'instant, alors que la nuit avalait les derniers échos de la journée, la seule certitude était que la parole d'un homme dans la rue avait renversé un rituel, que la vérité avait poussé sa tête au-delà d'un linceul, et que le monde n'irait pas, demain, comme avant. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme une mécanique inexorable. Plus personne n'ignorait ce qui s'était passé sous la tente, et la ville demanda des comptes. La police posa d'abord des filins simples mais efficaces. On releva les témoignages, on photographia les lieux, on scella la seringue retrouvée dans la parure funèbre. Les images de sécurité autour de la clinique furent demandées et examinées. On chercha une silhouette, un pas pressé, un geste furtif. Les téléphones des proches furent saisis sous ordonnance. On chercha des messages, des historiques d'appels, des réservations de chambres d'hôtel, des virements bancaires. Ce n'était pas un film policier, mais la trame d'une accusation qui devait tenir devant des juges et non devant des commentateurs. L'inspectrice en charge, Lara Moreau, était une femme au regard aigu et patient. Elle connaissait la lenteur du droit et la nécessité de bâtir une preuve qui ne s'effritait pas face à une contre-attaque. Elle écouta la version de Chic, le chauffeur. Il confirma sous serment avoir vu Williams et le docteur David échanger quelque chose à la fin d'un dîner, un paquet qu'on glissait furtivement dans une poche. Chic ne cherchait pas la lumière. Il était resté fidèle à son emploi, et c'était sa loyauté, plus que son courage, qui le mettait devant la barre des témoins. Sa voix trembla parfois, mais ses mots furent nets. Une infirmière, plusieurs nuits plus tard, se présenta aussi. Elle parlait bas, mais avec une netteté professionnelle. Elle raconta avoir remarqué un petit flacon dans la blouse du docteur David, déposé comme on laisse tomber un objet sur une table, et l'oubli. Elle avait noté l'heure, la couleur du contenant. Elle n'avait pas cherché à intervenir. On n'est pas toujours bien placé pour s'opposer à un médecin réputé. Mais sa mémoire, conjuguée à la seringue retrouvée, forma un lien que l'inspectrice fit respecter. La pièce centrale, pourtant, restait le flacon que Benjamin avait ramassé et la seringue retrouvée sous la parure. Le laboratoire central prit en charge les analyses. Les techniciens firent ce qu'ils savaient faire, isoler, comparer, révéler. Ils ne donnèrent pas un conte merveilleux ni une proclamation de miracle. Ils donnèrent un rapport technique, précis, froid. Dans ce rapport, on parla d'une molécule peu commune, capable, en petite dose, de provoquer un état de rigidité respiratoire et d'abolition apparente des fonctions. Un phénomène qui pouvait simuler la mort clinique. Les mots techniques furent pesés. Les médias, loin d'en comprendre toutes les nuances, simplifièrent. Une toxine qui imite la mort. Les experts insistèrent, à la demande de la police et du procureur, sur la nécessité de préciser que l'administration et les faits dépendaient de circonstances médicales complexes et que seule une salle d'expertise pouvait relier la fiole et la seringue au geste criminel. La ligne de la défense trouva rapidement un angle, disqualifier les témoins les plus vulnérables, semer le doute sur la chaîne de conservation des preuves et présenter Benjamin comme un opportuniste cherchant la gloire. C'était une stratégie attendue. L'inspectrice et le procureur s'y opposèrent par une rigueur documentaire. Chaque transfert de preuves fut attesté, daté, scellé. Les vidéos de l'attente furent extraites, horodatées, comparées aux déclarations. Lorsque le procureur, Isabelle Renaud, prit la parole pour annoncer l'ouverture d'une enquête criminelle, son ton fut franc, mais sans effet. Elle connaissait le poids des mots dans la salle d'audience et savait qu'il fallait garder la précision pour convaincre un jury, si l'affaire y allait. Elle exposa l'accusation avec sobriété, tentative d'homicide, usage d'une substance toxique, complicité, mise en danger volontaire. Les journalistes notèrent la prudence.
Les réseaux, eux, tranchèrent et se répandirent en titres rageurs et en jugements hâtifs. La date du renvoi devant la cour fut fixée plusieurs mois plus tard. Entre-temps, la vie continuait. Mais rien ne serait plus comme avant. On vit William Sanderson se retrancher dans le mutisme des riches dont la façade craque. Il donnait quelques interviews, interrompues ou agressives, où il se présentait en mari injustement accusé. On vit les conseillers affûtés préparer une défense légaliste. On vit aussi le docteur David disparaître des cercles publics. Son téléphone fut mis sous écoute avec autorisation, et l'analyse de ses binaires montra des échanges sporadiques, puis une pause. Il n'avait pas été localisé facilement. Benjamin, pendant tout ce temps, resta au centre de la tourmente. On ne l'invita pas à des plateaux télévisés. On l'appela à témoigner devant ceux qui avaient le pouvoir d'établir des faits. Il fut interrogé encore et encore par la police. Il raconta une fois de plus la poche, le flacon, la goutte. Il raconta surtout le pourquoi de son geste, la mémoire de sa fille, la hantise d'une seconde disparition. Il n'exposa pas ce souvenir comme une clé morale pour le jury. Il le laissa exister comme une réalité intime, brève, mais présente à chaque fois que sa voix se faisait rauque. Les avocats de Williams cherchèrent à saper sa crédibilité en insinuant que la pauvreté altérait le jugement, en laissant entendre que l'homme des rues était susceptible d'exagérer. Leur ton était celui des habitués d'un monde où l'apparence suffit trop souvent à remplacer la vérité. La presse, cette fois, ne permit pas d'oublier la scène. Les enregistrements amateurs circulèrent. On revit la main de Benjamin retirer le voile, le flacon passé aux mains d'un ambulancier, la toux de Judith qui rompait l'ordre du service funéraire. Ces images fabriquèrent des héros et des monstres, selon qui regardait. Pourtant l'enquête, elle, ne regarda que les indices. Quand arriva la salle d'audience, l'affaire avait une épaisseur. Les avocats des deux camps étaient à préparer. La salle fut pleine lors des premières journées, non par passion pour les règles de procédure, mais par curiosité humaine. On voulait voir la disgrâce et la victoire d'un monde reflétés dans les visages. Le banc des accusés accueillit Williams, impassible, et plus loin le docteur David, qui tenait un dossier serré contre sa poitrine comme on serre une défense désarmée. L'ouverture du procès fut réglée comme une partition. Le procureur exposa les faits, la simulation de mort par administration d'une substance, la dissimulation de la seringue, le mobile. Il parla des preuves matérielles, de la fiole, des messages, des témoins clés. L'avocat de la défense attaqua la fiabilité des enregistrements, l'intégrité de la chaîne de conservation. Il posa la question que tout bon défenseur pose. Et si nos certitudes étaient fragiles? Il essaya de peindre Benjamin comme un personnage en quête de reconnaissance. Le premier témoin fut chic. Sa voix, bien que discrète, porta. Il raconta l'échange au coin du restaurant, le paquet, la main qui s'enfonce dans une poche. Ensuite vint l'infirmière, la mémoire précise, la blouse. Puis ce fut au tour des experts. Le toxicologue de la police, appelé par la défense, parla longtemps des propriétés d'une substance qui, à certaines concentrations, affaiblissait la capacité à respirer sans tuer immédiatement. Il clarifia que, selon la littérature, des cas de simulation de mort peuvent exister, et qu'une prise en charge médicale dans les heures qui suivent peut rendre des personnes à la vie. Il refusa cependant de donner une recette ou une méthode. Il parla en termes de probabilité, de traces chimiques, de biomarqueurs. Sa langue fut technique, froide, mais ses conclusions furent lisibles. La composition du fluide trouvé dans la seringue correspondait à une substance détectée dans la fiole saisie chez Benjamin. La salle sentit alors le frémissement d'une bascule imminente. Les avocats de la défense redoublèrent d'efforts pour dissocier les éléments. Ils attaquèrent la méthode d'échantillonnage, le délai entre la découverte et l'analyse, suggérèrent des contaminations, des erreurs humaines. L'inspectrice Lara, assise au fond, suivait chaque mot, prête à répliquer, à fournir des éléments pour fermer ses failles. Les procureurs avaient documenté chaque transfert, fourni des attestations de scellés et résistèrent. La logique s'imprima. La fiole et la seringue parlaient la même langue chimique. Puis vint le moment le plus attendu, l'appel de Benjamin comme témoin. Les avocats de la défense s'efforcèrent de le faire trébucher. Ils posèrent des questions piégées sur sa vie, sur ses dettes, sur des petites infamies que la précarité rend voyantes. Leur but était clair.
obscurcir la vulnérabilité du témoin pour la rendre suspecte. Benjamin répondit avec simplicité. Il n'évita rien. Il parla de la fiole ramassée sur le sol du parking, de la peur, de la mémoire de sa fille. Sous la contre-interrogation, sa main trembla un instant. Il se souvint, le temps d'un souffle, du visage de l'enfant et du vide qui l'avait suivi. Mais il resta ferme, parce que dire la vérité était, pour lui, la manière la plus directe de préserver la dignité des absents. Puis il y eut une confrontation décisive. Les messages entre Williams et le docteur David, extraits du téléphone du médecin, furent joints au dossier. Les envois montraient transfert d'argent anonyme, des rendez-vous à des heures tardives. L'un des messages, sans doute destiné à assurer le silence, parlait d'une solution temporaire et d'une somme à verser. C'était ambigu, contestable. C'était aussi une pièce lourde du puzzle. Le docteur David, confronté à ces éléments, bascula. Il se leva et, devant la cour, la voix étranglée, fit un choix rare et lourd. Il avoua. Dans un témoignage qui surprit par sa franchise, il décrivit la pression qu'il avait subie. Non pas un ordre explicite, mais une persuasion insidieuse, une manipulation, des promesses, une peur pour sa position et pour des menaces voilées. Il parla de son erreur, de sa responsabilité médicale, et du dégoût qu'il éprouvait en réalisant qu'il avait transformé la science en instrument pour faire disparaître une vie. Il ne chercha pas d'excuses, il chercha la rédemption, et il la chercha dans l'aveu. Sa parole fit vaciller la défense. Williams perdit de sa superbe, sa mâchoire se crispa, son visage se ridéa d'une colère inquiète. Le récit du médecin donna une articulation morale à la machine juridique. Ici se trouvait un schéma de complicité, d'intérêt et de trahison. Les jurés entendirent la logique des gestes, la chaîne de responsabilité. L'avocat de Williams tenta encore d'arguer de la contrainte, de peindre son client comme un homme égaré, victime d'un docteur qui aurait agi seul. Mais les preuves, les échanges, la fiole, la seringue, le regard de Chic qui confirmait avoir vu un paquet, tout cela composait une architecture de culpabilité. Durant l'un des jours du procès, un moment fit perdre ses couleurs à la salle. Judith, fraîchement sortie du centre de soins, entra. Sa démarche était mesurée, entourée d'une équipe médicale et d'une assistante. Elle avait récupéré une partie de ses forces physiques, mais l'ombre du drame restait visible dans le regard. On la conduisit à la barre. Elle n'avait pas besoin de prononcer de grandes phrases pour peser dans le verdict. Sa présence suffisait, comme un rappel que derrière chaque élément technique se tenait une vie humaine presque brisée. Elle parla calmement, énonça le malaise de ses heures, l'absence de consentement, la peur. Elle ne formula pas de haine, elle demanda la vérité. Sa voix modeste fut l'une des plus puissantes. La défense tenta encore d'acheter l'émotion par la stratégie, embarrasser les témoins, jouer sur les doutes. Mais chaque fois, l'accumulation de preuves, les messages, la fiole, la seringue, les expertises, refermèrent l'espace pour l'illusion. Les jurés, chargés d'arbitrer entre certitude et hésitation, finirent par composer un récit plausible. Williams, motivé par un gain, ou du moins par la suppression d'un obstacle. Le docteur David, complice, qui accepta la solution. Une administration de substances destinée à impermanence et à la disparition. Quand le verdict tomba, il fut accueilli par un mélange de soulagement et de déchirement. La Cour reconnut la culpabilité de Williams et du docteur David pour tentative d'homicide aggravé et pour conspiration. La peine, sévère, refléta la gravité. Condamnation à une longue peine de réclusion, assortie d'une mesure accessoire de déchéance professionnelle pour le docteur David, perte de sa licence de pratiquer la médecine et impossibilité d'occuper des postes de responsabilité auprès de victimes. La société ne se contenta pas d'applaudir. Elle se remit à réfléchir sur les responsabilités du pouvoir. La sortie de l'audience fut étrange. Des partisans d'Anderson poussèrent un soupir. La presse parla d'une justice rendue. Benjamin, qui s'était tenu comme on se tient devant ce qui est presque impossible, se sentit plus lourd et plus léger à la fois. Il avait empêché un crime. Il avait donné une chance à Judith. Mais il portait aussi le poids d'une notoriété soudaine et d'une réalité qui le changeait sans qu'il l'ait demandé. Après le procès, la ville, habituée au cycle rapide de scandales, prit un autre rythme. Des journalistes vinrent le voir, puis s'éloignèrent. Des citoyens envoyèrent des dons, des invitations, des offres d'emploi timides et parfois maladroites. Judith, elle, n'eut pas l'intention de s'arrêter à la reconnaissance.
Elle utilisa sa position et ses ressources pour fonder une association dédiée à la prévention des violences médicales et au soutien des personnes vulnérables. Elle ajouta une ligne importante: l'intégration des exclus dans les soins, la protection des lanceurs d'alerte, le soutien aux familles. Sa voix, autrefois confinée au monde des affaires, prit une profondeur nouvelle, déployante. Quant à Benjamin, la transformation fut lente et respectueuse de sa dignité. On ne lui offrit ni miracle, ni sermon. On lui proposa un petit logement dans un quartier tranquille, financé par une fondation créée avec l'aide de Judith et de quelques donateurs anonymes, qui craignaient d'être témoins d'une détresse. On lui proposa un travail de jour, simple et régulier, au siège même de l'association que dirigeait Judith. Un poste de coordinateur communautaire pour des programmes de réinsertion. L'idée fut d'abord étrangère au bonhomme. Il craignait l'encadrement. Mais il accepta parce qu'il voulait, pour une fois, une place où ses pas auraient un rythme connu. La communauté qui s'organisa autour de lui fut prudente mais sincère. Des voisins l'accueillirent, des collègues l'aidèrent à retrouver des démarches administratives qu'il avait laissées inachevées. Il suivit des formations, apprit à gérer un ordinateur, à écrire un rapport bref, à accueillir des personnes en détresse. Ce qui transforma le plus, ce n'était ni la maison ni le salaire, mais la reconnaissance. On le traitait désormais comme un voisin, comme un travailleur, comme quelqu'un dont la parole avait une valeur. Judith et Benjamin se rapprochèrent sur le plan humain sans précipitation. Leur relation naquit d'un respect mutuel, d'une gratitude qui décidait d'être autre chose qu'une dette. Judith n'attendait pas un sauveur. Benjamin n'attendait pas d'être élevé sur un piédestal. Ils partagèrent des repas tardifs, des silences, des conversations sur la culpabilité, la réparation et le courage d'accepter une seconde chance. Elle tenait parfois sa main, sans dramaturgie, comme on tient la main d'un ami qui vient de traverser l'orage. Le docteur David, quant à lui, connut une chute d'une autre nature. Privé de sa licence, il fut condamné à une peine longue. En prison, il nuança son aversion de la responsabilité par la contrition. Il reçut des visites, écrivit des lettres de regret et promit de s'engager, si jamais il en avait la possibilité, dans des programmes de prévention médicale. La contrition, comme la justice, avait ses limites. Elle était réelle pour un temps, mais insuffisante pour la réparation pleine. Williams, enfermé, se trouva contraint de faire face. Ses secrets, ses calculs, le lendemain de sa vie, étaient désormais des murs à l'intérieur desquels il devait regarder. Son arrogance disparut comme un vêtement mis au rencard. Il dut composer avec un enfant intérieur qu'il avait ignoré depuis des années. Les mois qui suivirent furent consacrés à des tâches plus prosaïques que la vindicte publique. Réunions de fondation, consultations pour améliorer la sécurité hospitalière, conférences sur l'éthique médicale et les protections nécessaires aux patients. Judith parla souvent, avec un calme qui n'était pas la faiblesse mais la preuve d'une reconstruction. Elle accepta la visite de familles brisées, rencontra des salariés d'hôpitaux, exigea du conseil municipal plus de transparence dans les services de santé. Elle avait compris que la réparation sociale demandait du temps, des lois, de la vigilance. Pour Benjamin, la plus grande bataille fut intérieure. Il avait sauvé une vie. Il doutait parfois de ses droits à l'appréciation. Son mouvement de lever la fiole et d'offrir une goutte dans la bouche d'une femme couchée sous un voile n'était pas une scène de film, mais une décision prise par un homme blessé. Il crut pendant un moment qu'il devait se retirer lorsque la notoriété se mua en curiosité malsaine. Il accepta finalement d'écrire, modestement, un témoignage pour la brochure de l'association, non pour se présenter en héros, mais pour expliquer ce qu'il avait fait et pourquoi cela importait. Au fil du temps, la relation entre Judith et Benjamin prit des formes inattendues. Ils organisèrent ensemble des campagnes pour aider des personnes sans abri à retrouver des droits, de la formation et un espace stable. Ils parlèrent de la fragilité du corps humain, de l'importance d'une vigilance collective. Ils rirent ensemble parfois, d'un rire qui n'était ni triomphant ni amer, mais simple. Le monde entier ne changea pas pour autant, des injustices demeurèrent. Mais autour d'eux, on vit naître des actes concrets. 1 an après le jugement, lors d'une réunion de la Fondation, Judith prit un micro. Devant une assemblée composée de bénévoles, de bénéficiaires, de travailleurs sociaux, elle parla sans emphase. Il faut que nos systèmes protègent les vies, surtout celles qui sont fragiles. Benjamin n'est pas ici pour recevoir des honneurs, mais pour nous rappeler que la dignité n'est pas le privilège des riches.
Elle regarda Benjamin, qui se tenait au premier rang, les mains posées sur ses genoux. Il sentit une chaleur monter à son visage. Il n'y eut pas de faste, seulement un geste public, simple, d'appréciation. La ville apprit à regarder autrement ceux qui dormaient dehors. Il y eut des initiatives municipales, de petites mais essentielles mesures pour améliorer l'accès aux soins et aux lieux de repos. Des commerçants offrirent des emplois à des personnes en insertion. Ces changements n'étaient pas des solutions définitives, mais ils étaient des pas. Et puis vint, sans trompette, une autre étape. Un petit mariage, discret, célébré dans le jardin d'une maison que la Fondation mettait à disposition pour des résidences temporaires. Ce ne fut pas un mariage éclatant à la manière des romans, mais une cérémonie de promesses et de respect. Judith et Benjamin ne cherchèrent pas à effacer tout ce qui s'était passé. Ils choisirent plutôt de sublimer ce qu'ils avaient appris. La fragilité, la responsabilité, la simplicité des gestes quotidiens. Les invités furent peu nombreux. Des voisins, des amis retrouvés. Chic, l'inspectrice Lara, la procureure Isabelle, des bénévoles de la Fondation. Tante Margaret fit une apparition, plus calme, plus recueillie. Williams ne fut pas invité, et il n'y eut aucune tentative de réconciliation publique. Le passé restait, intact et enseigné. Des mois après, un autre signe de renouveau vint sous la forme d'un cri léger, d'un petit souffle. Judith, ayant retrouvé une santé suffisante et après des mois de rééducation, fut enceinte. Ils accueillirent la nouvelle, non comme une promesse magique, mais comme un engagement à protéger une vie. Le bébé naquit sain, entouré d'amour discret. Ce nouveau-né devint, pour beaucoup, moins une preuve de destin que le symbole d'une possibilité. Une vie qui commence après un long détour, avec des visages qui avaient choisi de réparer plutôt que de s'effacer. La transformation de Benjamin ne fut jamais complète au sens d'une transmission totale de l'insouciance. Il restait attentif aux petits signes de retour à la précarité chez lui et chez d'autres. Il fut parfois rattrapé par des nuits où l'ancien monde reparaissait en images brutes. Mais à présent, il avait une maison où ranger ses idées et une mission dans laquelle il trouvait de l'utilité. Il n'était plus l'homme réduit à l'ombre d'une vie. Il avait retrouvé la dignité d'un quotidien régulier, un salaire modeste et la reconnaissance publique de son acte, même si celui-ci ne le définissait pas entièrement. La ville, elle, garda la tâche de ce scandale à l'esprit. Les journaux firent leur travail de chroniqueurs. Quelques titres relancèrent la polémique, d'autres reléguèrent l'histoire à la rubrique des faits marquants. Mais l'onde produite par le cri de celui qui affirma, le jour de l'enterrement, que « elle n'est pas morte », ne s'effaça pas. Elle se transforma en loi, en débat, en petite réforme. On parla d'où vient la vérité et de qui la porte. On comprit, pour un temps, que la voix d'un sans-abri pouvait avoir le même poids que celle d'un riche, du moment qu'on l'écoutait avec des procédures fiables. Lors d'une cérémonie sobre organisée un an plus tard par l'association, la mère remit une mention honorifique à Benjamin pour son courage civique. Il déclina la tonalité héroïque. Il remercia ceux qui avaient aidé, fit une courte allocution sur la valeur de l'attention et sur la responsabilité collective. Sa fille, l'image de sa fille disparue, resta toujours en lui, non comme une blessure qui le définirait, mais comme une mémoire qui l'obsède et le pousse à agir. Judith, de son côté, continua ses engagements. Elle donna des conférences, écrivit un court essai sur la confiance et la supervision dans les milieux médicaux, et consacra une partie de sa fortune à la recherche sur les moyens légaux de prévenir que des mécanismes de pouvoir ne servent à faire disparaître les vies. Elle fut souvent invitée à témoigner devant des commissions. Sa vie affective connut des hauts et des bas, comme pour tout être humain. Elle trouva consolation et amour, mais ce n'était jamais simple. L'expérience qu'elle avait traversée la rendit prudente, et elle choisit la sincérité sur le spectacle. Les coupables, enfermés, furent remplacés dans les conversations publiques par des questions plus larges. Comment protéger les vulnérables? Comment empêcher qu'une richesse mal employée ne devienne une arme? Comment éviter que la science ne soit détournée? Les réponses furent lentes et discontinues, mais elles vinrent. Des protocoles furent revus dans certains établissements. Des chaînes de responsabilité clarifiées. On ne put jamais retourner entièrement au temps d'avant. La mémoire de ces mois resta une balise. La vérité, dans cette affaire, naquit d'un ensemble ténu. Le cri d'un homme dans la rue, la prise en main d'un ambulancier, l'œil vigilant d'un chauffeur, la conscience d'une infirmière, l'analyse patiente des laboratoires, la conviction d'une inspectrice.
Aucun geste isolé n'eût suffi. C'était une réaction collective, là où la honte aurait pu régner, qui prit la forme de la justice. Lorsque enfin les tumultes retombèrent, Benjamin et Judith marchèrent, un soir d'été, le long d'un canal rénové par une des associations partenaires. Ils ne cherchèrent pas les grands discours. Ils parlèrent de petits riens, du goût du pain partagé le matin, des voisins qui avaient gentiment apporté des bouquets, des collègues qui faisaient des erreurs apprenantes. Ils rirent parfois, et parfois se turent, comme des gens qui ont connu la fracture et qui n'ont plus envie de prétendre que la cicatrice n'existe pas. Ils savaient l'un et l'autre que rien n'effacerait ce qui s'était passé, mais que la vie continuait en dépit de tout. Un enfant joua non loin. La bille d'un autre monde qui roula pour finir au bord de l'eau. Benjamin se baissa, la ramassa, la donna au petit garçon qui le remercia d'un merci sans prétention. C'était un geste petit, ordinaire, qui n'avait rien de spectaculaire. Mais pour Benjamin, il valait toutes les manchettes. Il y trouva une mesure de paix. La justice avait tourné son regard vers ceux qui l'avaient sollicité. La société avait voté, discuté, corrigé. Et la morale de tout cela n'était pas une maxime grave, jetée du haut d'une tribune, mais une exigence simple. Écoutez, surtout ceux qui paraissent insignifiants. L'histoire se termina, non sur un clinquant triomphe, mais sur l'acceptation que la vérité peut venir des lieux les plus inattendus et que la dignité humaine mérite de garder sa place, quelle que soit l'adresse où l'on dort. Vous avez entendu cette histoire? Qui aurait cru que la voix d'un sans-abri changerait le cours d'une vie, d'un procès, et bientôt d'une ville? Dites-nous, que pensez-vous de la façon dont la justice et la compassion se sont croisées ici? Partagez votre avis.